tout au long de l'année, le soleil se lève à un point toujours différent sur l'horizon. Le premier jour du printemps, un curieux pourrait le voir se lever exactement au centre. En étudiant la configuration du temple, Poznański conclut que le premier jour de l'été et le premier jour de l'hiver, le soleil doit se lever au-dessus des pierres angulaires. Pourtant, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les archéologues pensent que c'est tout simplement dû à une erreur de conception de la part des architectes indiens. Étant donné la perfection architecturale de ce site, construit avec des pierres pesant une centaine de tonnes, l'idée que les marqueurs de solstice puissent être mal alignés me paraît tout simplement inconcevable. Niels Steed va vérifier minutieusement tous les calculs de Poznański. En mesurant les angles des pierres angulaires et en les comparant à l'angle de la position actuelle du Soleil, il en déduit l'âge du site, 17 000 ans. Or, à l'époque, l'inclinaison de l'axe de la Terre n'était pas tout à fait la même qu'aujourd'hui, et le Soleil de solstice se levait juste au-dessus des pierres angulaires. Je dirais que le site a plutôt 12 000 ans. Ça devrait tous nous inciter à remettre en question la date du début présumé de la civilisation. Se peut-il qu'une même civilisation oubliée de l'histoire ait laissé son empreinte à différents endroits du globe ? D'après Platon, des prêtres égyptiens ont parlé d'une civilisation ayant existé il y a 12 000 ans. Pourtant, la science affirme que l'humanité a émergé à l'âge de pierre il y a environ 5000 ans seulement. L'homme peut-il avoir réussi ce saut des millénaires plus tôt ? En Égypte, John West découvre que le sphinx de Gizeh n'a pas été exposé aux mêmes intempéries que son environnement immédiat, rongé par le sable et les vents du désert. Le sphinx présente en effet des marques d'érosion ondulées au lieu de marques horizontales. Pas besoin d'être géologue pour voir quel type d'intempérie a pu laisser ses marques. Seule de l'eau coulant en plaques sur le mur d'enceinte peut avoir lissé ses contours arrondis. De l'eau, dans le Sahara? Certainement pas à l'époque des pharaons. Pour en trouver, il faut remonter à la fin de la période glaciaire vers 10 500 avant Jésus-Christ, soit des milliers d'années avant la civilisation pharaonique. Mais alors, comment expliquer que le sphinx est une tête de pharaon ? La tête est toute petite par rapport au corps. Vu du ciel, le corps apparaît aplati et très allongé, et la tête ressemble presque à une tête d'épingle. Cela montre qu'elle a été retravaillée. En d'autres termes, à un moment donné de sa longue histoire, elle a été refaite. John West pense qu'à l'origine, le sphinx représentait un énorme lion sculpté dans le roc par des inconnus, antérieurement à 10 500 avant Jésus-Christ. Il aurait subi une forte érosion lors des bouleversements climatiques de la fin du glaciaire qui se serait traduit par plusieurs siècles de pluie. Ce n'est que des milliers d'années plus tard que les pharaons referont sculpter la tête à leur propre image. Le sphinx serait donc 2 fois plus âgé qu'on ne le pense ? Les égyptologues rejettent cette éventualité, mais les géologues leur opposent des faits indéniables. Et d'après Robert Bauval, des données astronomiques corroborent également l'hypothèse selon laquelle les pyramides de Gizeh remonteraient à des temps incroyablement anciens. En effet, la configuration du site correspond bizarrement à la position d'Orion vers 10 500 ans avant Jésus-Christ. À l'époque, le sphinx était tourné vers la constellation du Lion dont il était lui-même l'image. Et Orion entamait sa lente ascension qui allait marquer l'avènement d'une nouvelle ère. La position d'Orion, en moins 10 500, correspond exactement à la position des 3 petites pyramides érigées derrière les grandes. L'astronomie fournit encore bien d'autres éléments étonnants. Les données astronomiques coïncident exactement avec les données géologiques. Ça fait donc 2 sciences dures d'après lesquelles le sphinx pourrait dater de 10 500 avant Jésus-Christ.
L'Égypte a connu des bouleversements majeurs à la fin de la période glaciaire, en particulier autour de 10 500 avant Jésus-Christ. Des crues exceptionnelles ont recouvert les plaines inondables. Cela a tout détruit dans la vallée du Nil et dans le delta en général. Des inondations en 10 500 avant Jésus-Christ? Les pyramides de Gizeh pourraient-elles avoir été bâties à une époque aussi reculée? Une époque à laquelle les mythes égyptiens font remonter la naissance d'Osiris et de ses compagnons qui ont émergé du chaos pour apporter les premiers fruits de la civilisation? Mais d'où venaient-ils? Osiris a de nombreux points communs avec le dieu Tiwanaku en Bolivie. Voilà dans cette mystérieuse cité de Tiwanaku le dieu que les Indiens vénéraient. Viracocha, grand, barbu et blanc, d'après les descriptions. Il est sorti des eaux à une période de chaos et de destruction, pour apporter une sorte de renouveau à l'espèce humaine. Au Mexique, le dieu blanc Viracocha prend le nom de Quetzalcoatl. Il est venu en compagnie d'autres dieux apporter les premiers fruits de la connaissance. Son symbole est représenté un peu partout dans Teotihuacan. C'est le serpent à plumes qui symbolise le dieu énigmatique Quetzalcoatl, qui est venu de l'Est après un gigantesque cataclysme, pour apporter la civilisation à cette partie du monde. Les dieux tels qu'Osiris, Viracocha ou Quetzalcoatl étaient-ils à l'origine des simples hommes venus de loin? Des survivants d'un cataclysme qui avait détruit leur foyer et leur civilisation? La question qui se pose maintenant est la suivante. Y a-t-il une civilisation lointaine, encore non identifiée, qui a touché l'Égypte, le Mexique et l'Amérique du Sud, et y a laissé son empreinte, aussi difficile à déceler soit-elle, sous forme d'un corpus de connaissances? J'admets que, pris isolément, les différents éléments fournissent peu d'informations, mais il faut les considérer dans leur ensemble. Des deux côtés, on trouve d'immenses pyramides alignées sur les points cardinaux et bâties d'après des connaissances mathématiques complexes. Les deux peuples ont une connaissance prodigieuse de l'astronomie qui s'exprime dans ces grands monuments sacrés qu'ils érigent. Bien qu'ils ignorent la poulie et la roue, ils sont capables d'assembler d'immenses blocs de pierre aux jointures très fines dans un style architectural unique, utilisant des angles droits et des agrafes en métal. Et les deux recourent à la momification pour préserver et honorer leurs morts. Autre point commun des plus étonnants, découvert par Irina Balabanova de l'université d'Ulm, de nombreuses momies égyptiennes contiennent de la cocaïne et de la nicotine, des substances de plantes indigènes d'Amérique du Sud. J'ai reçu une série de lettres d'insultes, presque de menaces. En résumé, elles disaient que mes découvertes étaient des inepties, de pures inventions, que c'était totalement impossible parce qu'il était prouvé qu'avant Christophe Colomb, ces plantes n'existaient qu'en Amérique et nulle part ailleurs dans le monde. Mais l'expérience est répétée sur des centaines de momies et se révèle incontestable. À une époque reculée, des voyageurs auraient-ils donc traversé l'océan et laissé leur empreinte des deux côtés de l'Atlantique? Une idée que suggèrent aussi certains manques. Retour au Mexique et à la civilisation maya. Les prêtres mayas utilisaient des tablettes pour prédire les éclipses du soleil et de la lune. Mais il y a quelque chose de très étrange chez les mayas. C'est qu'ils n'ont jamais découvert le principe rudimentaire de la roue. Ils étaient capables d'appréhender l'éternité comme aucune autre civilisation avant eux. Ils comptaient en millions d'années, mais ils n'ont jamais su peser un sac de graines. Leur civilisation sophistiquée a fini par s'éteindre parce qu'ils n'ont pas développé les méthodes agricoles de base qui auraient permis de nourrir leur peuple. La question que je pose maintenant est la suivante. Est-il possible qu'ils aient juste hérité une certaine part de leur connaissance d'une civilisation plus ancienne et plus savante? Parfois, les preuves s'étalent sous nos yeux.
Les Olmecs du Mexique donnèrent à leur dieu un visage africain. Et ça, alors, c'est une autre sculpture des Olmecs. Les Indiens sont génétiquement imberbes. C'est donc bien un visage d'Européen, gravé quelques 2000 ans avant l'arrivée des Espagnols en Amérique. Bon, des visages africains et européens sculptés des siècles avant l'arrivée de Christophe Colomb. Mais d'où viennent-ils? Comment sont-ils arrivés ici? Comment sont-ils venus à influencer la civilisation la plus ancienne d'Amérique centrale, la culture mère du Mexique?